a Jesuit-claimed professor of canon law, defected from Christianity and embraced the Luciferian ideology while teaching at Ingolstadt University. In 1770, the money lenders who had recently organized the House of Rothschild retained him to revise and modernize the age-old protocols designed to give the synagogue of Satan ultimate world domination so they can impose the Luciferian ideology upon what remains of the human race after the final social cataclysm by use of satanic despotism. Weinsoff completed his task on May the 1st, 1776. It's a communist holiday, isn't it? May 1, 1776. The plan required the destruction of all existing governments and religions. In 1776, Weishaupt organized the Illuminati to put the plot into execution. The word Illuminati is derived from Lucifer and means holders of the light. Weishaupt's revised plan required his Illuminati to do the following things to help them accomplish their purpose. 1. Use monetary and sex bribery to obtain control of people already occupying positions in high places in the various levels of all governments and other fields of human endeavor. Once an influential person had fallen for the lies, deceits, and temptations of the Illuminati, they were to be held in bondage by application of political and other forms of blackmail and threats of financial ruin, public exposure, and physical harm, and even death to themselves and their loved ones. Number 12, told those present that they must use their wealth to have candidates chosen to public office who would be obedient to their demands and would be used as pawns in the game by the men behind the scenes. The advisors will have been bred, reared, and trained from childhood to rule the affairs of the world. Number 13, control the press. Number 16, infiltrate into the secret Freemasonry to be used for their purposes. That's been documented many times. Number 17, expound the value of systematic deception, use high-sounding slogans and phrases, and advocate lavish promises to the masses. Alors que peut-on trouver, nous, en Europe? Alors en Europe, en fait, il y a une organisation qui s'appelle Le Siècle, notamment, hein, qui a réuni beaucoup de gens, le gratin un petit peu de la politique et des médias, qui existe toujours, hein. Le Siècle est toujours actif, hein. Donc on retrouve un petit peu des responsables politiques de gauche et de droite, des présidents, des PDG de grandes entreprises, hein, et des gens des médias qui font l'opinion, c'est-à-dire on va pas citer de nom, enfin des éditorialistes de grandes émissions politiques, des éditorialistes de grands hebdomadaires, etc. Voilà. Donc ils se retrouvent et discutent des problèmes économiques et sociaux. Donc le problème vient pas du fait qu'ils se retrouvent pour discuter, le problème est que il se forge entre ces gens un consensus, hein, qui est répercuté par la suite par chacun sur leur terrain de décision, et ce de manière tout à fait naturelle. Donc c'est un club de réflexion, mais qui influence de manière informelle le débat politique, les idées, l'orientation de l'économie, de la politique des entreprises, etc. Donc on peut parler de club de discussion où il n'y a pas d'ordre formel donné, mais plutôt des échanges qui deviendront des réalités. Voilà, tout à fait. Ça crée un peu comme des critères de convergence, vous voyez. Un peu comme John Edwards, qui a été récemment nommé colistier de John Kerry, qui avait été reçu 15 jours auparavant par le groupe Bilderberg. Mais qu'est-ce que Bilderberg? Alors le Bilderberg, c'est un... Prends ton temps. Certains disent que c'est un petit peu le gouvernement mondial, parce qu'il y a beaucoup de choses sur le Bilderberg. Bonjour, Martine Aubry. Alors je vois que vous faites partie d'un club qui s'appelle Le Siècle, qui regroupe des hommes politiques, des industriels, des banquiers, des journalistes et même des syndicalistes. J'aimerais savoir dans quel but vous vous réunissez. Si vous faites des parties de belote avec Jean-François Copé, Sarkozy, PPDA, Emmanuel Chêne, etc. Voilà, qui gagne à la fin. Voilà, je vous remercie.
Le siècle, c'est un club qui a été créé par Bérard Kellin, un journaliste, pour faire en sorte que dans un pays comme la France, des hommes politiques, des syndicalistes, des milieux associatifs, des chefs d'entreprise se rencontrent et discutent. J'en fais partie, j'y suis pas allée depuis 10 ans, mais moi je pense qu'on n'est pas en guerre civile, même quand on n'est pas d'accord avec ceux qui sont en face de soi. De compromission intellectuelle. Écoutez, moi je ne l'ai jamais vu comme ça, je n'y vais plus parce que je ne trouve pas le temps, mais j'ai toujours trouvé dans ces rencontres avec des gens différents, avec lesquels j'étais pas toujours en accord, mais j'ai toujours appris des choses. Et je pense que si on a envie vraiment de gérer une société, de nous comprendre les uns les autres, on a aussi intérêt à se rencontrer et à discuter. Je n'ai jamais vu dans le siècle des compromissions, des gens qui faisaient des affaires. Non, on parlait de l'actualité, on se heurtait souvent quand on n'était pas d'accord, mais on apprenait aussi à comprendre ce qu'était la logique de l'autre. Et je crois que ça aussi c'est important dans une société comme la nôtre. 136, vous allez crier dans la rue. Bon. Là, on était un peu déçus, parce que nous avions prévu autre chose, nous, que d'aller crier ou vociférer dans la rue ou dans le métro. Tu connais pas le dîner du siècle? Le dîner du siècle, c'est la réunion des 500 personnes qui dirigent ce pays. Il y a des parlementaires de gauche et de droite, enfin de gauche, socialistes et de droite. Si, le dîner du siècle, c'est un endroit où tous les derniers mercredis du mois... C'est ça le piège, vous vous foutez de moi là? Non, mais véridique. Mais Michel, dis quelque chose. Le dîner du siècle, c'est tous les... Non, mais c'est vérifiable sur Internet ou sur la doc. C'est tous les derniers mercredis du mois, à l'Automobile Club de France, place de la Concorde, se retrouvent les Harley de Chabot, les Patrick Poivre d'Arvor, les David Pujadas, des ministres, des hommes d'affaires, des Alain Minc, des gens comme ça. On a l'adresse. L'adresse, c'est Automobile Club de France. C'est demain soir. On va pouvoir les ramasser tous d'un coup. Demain soir à 20h30, ils y sont. Nous, on va aller les filmer demain soir. Donc demain soir à 20h30. Puisqu'on dit qu'il y a une séquence et qui sera probablement lundi ou mardi. Vous en attendez quoi? Rien du tout. Je vais vous dire que ce soit Borloo-Fillon ou un sac de pommes de terre qui soit à Matignon, je pense que ça changera strictement rien. Voilà. En revanche, ce que je vois, c'est une dérive terrifiante des institutions. Pendant ce temps-là, la France n'est pas gouvernée et les préoccupations essentielles des Français ne font pas l'objet d'un traitement ou d'une gestion de la part du gouvernement. Pour vous, il n'y a pas de différence entre François Fillon et Jean-Louis Borloo? Absolument, ni avec un sac de pommes de terre, comme je vous le dis. Aucune. Oui, sauf que le sac de pommes de terre coûte probablement moins cher. C'est violent et peut-être un peu insultant, non? Non, c'est pas insultant, c'est qu'ils ne feront strictement rien. Et d'ailleurs, pourquoi feraient-ils quelque chose? Et peuvent-ils faire quelque chose quand 80% de toute façon des lois qui nous sont imposées sont décidées par les technocrates de Bruxelles? Par conséquent, tous ces gens-là ne sont là que pour nous adapter à la mondialisation. Si ça passionne l'hyperclasse, vous savez, dans les dîners du siècle, où se réunissent les grands patrons, les politiques et quelques journalistes, quelques grands journalistes. Il y a beaucoup de Français qui s'y intéressent aussi en disant... Non, là autour de la coupe de champagne, cher ami, mais...
De la maçonnerie traditionnelle Troisième République, c'est-à-dire Grand Orient, Grande Loge de France, Grande Loge nationale de France, parce que c'est des maçonneries mondialistes qui sont en train de prendre le dessus, et qui sont effectivement ces maçonneries mondialistes, moi j'appelle maçonnerie au sens large, c'est-à-dire des groupes qui se réunissent en douce, à côté des instances officielles. Et c'est le groupe de Bilderberg, la Trilatérale, le CFR, etc. On sait très bien qu'il y a une mascarade en France qui est le rituel du Conseil des ministres, et que tout se décide ailleurs, dans les loges, mais aussi au G20, au G8, aux réunions du groupe de Bilderberg, et que ça c'est secret, les journalistes n'y ont pas accès, c'est hautement sécurisé. Alors ça peut aller beaucoup plus loin d'ailleurs quand on parle après du Bohemians Club, des Skulls and Bones, etc. Et dans cette typologie de corps intermédiaire, donc vous citez par exemple les loges maçonniques, vous citez la Trilatérale, vous citez aussi le Club du siècle qui a été un petit peu sur la scène en ce moment on en parle un peu, oui. Mélenchon a fait semblant de ne pas savoir ce que c'était, et après quand il a vu que ça passait pas, il avait fait devant, dans une vidéo d'un subversif de gauche, c'est Pierre Carl. Devant Pierre Carl, il a dit qu'il ne savait pas ce que c'était. Ça prouve bien que lui aussi est un escroc maçonnique, membre du Grand Orient, voilà, ancien trotskiste de la LCI. Enfin, je veux dire, il n'est pas blanc-bleu, hein, c'est le roi de la manipulation et du discours caché, quoi. Hein. C'est un professionnel de la politique, 2 fois sénateur. Enfin, voilà, quoi, ça n'a rien à voir avec moi qui suis comment dirais-je, un punk par rapport à tout ça. Le groupe de Bilderberg constitue la preuve la plus saisissante de l'influence des Illuminati. On peut dire que c'est l'un des groupes les plus puissants du globe et de nombreuses personnes le soupçonnent de diriger l'économie et les gouvernements du monde entier. Le groupe de Bilderberg est apparu en 1954. Il a été fondé par un autre franc-maçon, le prince Bernard, qui appartenait à la dynastie mérovingienne, d'après ses dires, et était également affilié aux nazis.